Madame le bâtonnier Florence Laurent Messin, Monsieur le secrétaire général de la grande chancellerie des ordres nationaux de Côte d'Ivoire, Messieurs les bâtonniers, j'ai failli dire mesdames et messieurs les bâtonniers, je vois qu'il n'y en a qu'une seule. Avant toute chose, je souhaiterais faire un double remerciement. Je voudrais remercier le barreau de Côte d'Ivoire pour l'honneur qui m'est fait aujourd'hui et que je reçois avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'émotion. Cela me va droit au cœur et je voudrais pour le deuxième remerciement remercier encore le barreau de Côte d'Ivoire pour m'avoir envoyé des confrères, dont certains anciens bâtonniers, soutenir mes enfants il y a 6 mois à l'occasion du renforcement de mon octojeunesse, c'est-à-dire les 85 ans de vie sur terre. Il y a en Côte d'Ivoire ici beaucoup d'anciens bâtonniers qui m'aiment beaucoup et ils me l'ont montré à cette occasion. Certains n'ont pas pu venir et lorsque je me suis rendu en Côte d'Ivoire pour les 75 ans de ma petite sœur, eh bien, ils me l'ont montré. Et le cadeau que l'un de ces bâtonniers avait acheté pour m'apporter à Cotonou, eh bien, il l'a donné à Abidjan avant que je prenne mon avion. Vraiment, je vous remercie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque j'ai été sollicité par le bâtonnier, alors qu'elle n'avait pas encore pris service, Florence Laurent Messin, j'ai répondu oui tout de suite, et j'ai ajouté mais. Si elle se souvient, j'ai dit oui, mais seulement à cette date-là, je serai pris à Victoria Falls, parce que je suis président d'honneur de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines que j'ai fondée sous l'impulsion du président du Conseil constitutionnel d'Algérie, Oualem Bessaï à l'époque, et j'ai été 2 fois, les 2 premiers mandats de président m'ont été conférés. Et j'ai mobilisé, j'ai traversé l'Afrique, j'ai parcouru l'Afrique, j'ai mobilisé toutes les cours constitutionnelles que je pouvais. Et aujourd'hui, c'est une très grande organisation qui m'a conféré le titre de président d'honneur. Si bien qu'à chaque congrès, il m'invite. Donc, je remercie énormément la Côte d'Ivoire et le barreau de Côte d'Ivoire. Et vous donner l'exemple. Je suis fier d'être là. Je dois également faire une double félicitation. Double félicitation au barreau de Côte d'Ivoire d'avoir porté pour la première fois et au bout de 65 bonnes années une femme à la tête de ce barreau qui comporte des cadres depuis des générations. Ça a été souligné. À mon tour, je souligne et je surligne de la couleur la plus vive pour que cela soit, comme l'a dit tout à l'heure notre confrère Nicolas, mais sans que ça soit incitatif ou inspirant.
Je voudrais vous féliciter aussi pour avoir choisi le thème de ce jour, l'avocat et la sécurité judiciaire. Mais ce thème est en réalité un concentré de toute la problématique de l'avocat et en particulier de l'avocat africain. Le grand chancelier tout à l'heure a parlé très brillamment et je vois maintenant que moi, mes propos doivent apparaître fades en face de la grande éloquence du grand chancelier de l'ordre de Côte d'Ivoire. Et ça m'a donné envie d'être décoré ici pour qu'il fasse un discours. Il a parlé, il a dit que le droit révèle tout du niveau d'une civilisation. C'est la vérité. C'est la vérité. Et alors, qu'est-ce que le droit révèle? À quel niveau sommes-nous aujourd'hui en Afrique? Nous sommes à un niveau fluctuant où le degré de juridicité est faible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vaincu tous les obstacles, même ceux qui paraissaient dirimants pour être ici aujourd'hui. Je suis arrivé ici sur les genoux et je suis ragaillardi par la question qui est à l'ordre du jour et la manifestation de vos 65 ans d'existence. Alors aujourd'hui, vous avez choisi parmi mes titres celui de professeur, mais vous n'avez pas oublié celui d'avocat. À l'initiative d'un jeune professeur Joël Aïgor, un mélange m'a été dédié, m'a été consacré. Et ce mélange a été intitulé l'amphithéâtre et le prétoire. Alors ce que je vais dire, ce que je suis en train de dire est en réalité le produit de ces deux qualités. Je regrette que aussitôt après ça, Joël Aïgor a été mis en prison pour avoir émis son opinion sur ce qui n'allait pas. Donc aujourd'hui, ne vous attendez pas à un discours académique que nous les juristes nous aimons faire en deux grandes parties et des sous-parties. Aujourd'hui, je viens vous inviter à suivre et partager avec moi les questionnements que j'ai dans ma tête et qui m'ont été produits par la double expérience que j'ai eue du droit. Dès lors que je constate que l'avocat et la sécurité juridique concentrent toute la problématique de notre métier, eh bien, je voudrais que vous partagiez avec moi 4 questions. 1, 2, 3, 4. 4 questions. La première question, qu'est-ce que c'est que la sécurité juridique? Il y a sécurité juridique lorsque chaque être est assuré que ses droits sont reconnus et garantis par la loi, y compris contre les effets négatifs de la loi. Et les effets négatifs de la loi sont nombreux. Il y a les effets négatifs légaux et les effets négatifs illégaux. Les effets négatifs légaux sont les sanctions. Parce que il faut définir la loi. La loi au sens général, comprenant la loi votée par le Parlement et le règlement. Eh bien, une loi n'est loi que lorsque cette norme-là
garantie par l'État. C'est l'État qui produit la loi, c'est l'État qui garantit l'exécution de la loi. Même les juridictions arbitrales ne peuvent pas tourner normalement si l'État n'en règle pas le cadre juridique et ne l'autorise pas. Vous vous souvenez que l'arbitrage avait été presque interdit en France et ça a créé problème. Et lorsque, sous la pression des milieux d'affaires, eh bien, l'arbitrage a été accroché à juste une petite phrase du code de commerce. Et on a admis l'arbitrage que pour les affaires commerciales. Parce qu'on ne pourrait pas faire autrement. Mais aujourd'hui, l'arbitrage est plus largement étendu à partir de la loi française de 1981. Et aujourd'hui, on peut même faire l'arbitrage dans le domaine civil. Et la question, c'est même pour de savoir si on peut le faire en matière sociale ou pas. Mais rien ne l'interdit à mon point de vue. En conséquence, l'État qui crée la loi est en même temps le plus grand prédateur de violation de liberté. C'est le plus grand prédateur des libertés et des droits. En conséquence, les considérations ayant trait aux libertés publiques et aux droits fondamentaux de l'homme ont conduit à une nouvelle réflexion qui a donné naissance à ce que l'on appelle la sécurité humaine. La sécurité humaine est arrivée à partir des recherches et des réflexions menées par des spécialistes de droit international public dans le domaine de la paix. C'est les polémologues, ceux qui étudient la polémologie, c'est-à-dire la guerre, l'étude de la guerre, et qui ont abouti à la nécessité de créer la paix. Ce sont ceux-là qui nous ont conduits au concept de sécurité humaine. C'est un Norvégien, Johan Galtung, qui a été repris par d'autres, dont des diplomates. Ce n'est pas des avocats. Et ils ont abouti à ceci, à cette conclusion, que l'origine des conflits, c'est la privatisation des besoins humains individuels. En conséquence, il faut nécessairement construire ce concept de sécurité humaine. Et dans cette construction, je me suis rendu compte que le concept de sécurité juridique est et demeure un élément de la sécurité humaine. C'est un composant de la sécurité humaine. Ce n'est qu'une partie de la sécurité humaine. Je mets un arrêt là pour vous dire pourquoi je suis très attaché aux réflexions que les uns et les autres vont pouvoir poursuivre, aux recherches que les uns et les autres pourront faire sur ce concept de sécurité humaine qui a comme composant toutes les autres sécurités. Sécurité collective, sécurité régionale, sécurité juridique, sécurité environnementale, etc., etc. Pourquoi il faut creuser cela? Pourquoi? Parce que l'homme est un animal social. Il n'y a que dans des romans où l'on trouvera des Robinson Crusoe. L'homme vit en société et l'homme s'organise pour vivre en société. Mais quel est alors l'objectif de cette organisation de la société étatique? L'objectif, c'est le citoyen. Au jour d'aujourd'hui, avant c'était les sujets. Il n'y a plus de sujets. Même dans les royaumes d'aujourd'hui, c'est des citoyens. De Sa Majesté la Reine ou de Sa Majesté le Roi. En conséquence, lorsque quelqu'un arrive au pouvoir par la voie la plus légitime, une élection démocratique, ou par la voie la plus illégale, je n'ose pas parler encore de l'illégitimité,
Je parle des putsch. Et nous en avons eu plusieurs ces temps-ci. Ces putsch-là ont été justifiés, expliqués, alors que ces putsch sont illégaux. Tout putsch viole d'abord la constitution du pays et tout putsch tombe sous le coup du droit pénal criminel du pays et tout putsch tombe aujourd'hui sous le coup de tous les instruments internationaux. Depuis les instruments édictés par des organes sous-régionaux, les organes sous-régionaux plutôt, comme la CEDEAO, ou comme des institutions continentales comme l'OUA ou l'Organisation mondiale, l'Organisation des Nations Unies. Et on peut dire aujourd'hui que un putsch tombe sous le coup d'une interdiction d'ordre public. Parce qu'il n'y a rien dans les discours justifie des putsch. Et quand on justifie le putsch par certains comportements des gouvernements légaux, eh bien, en recourant à la sécurité humaine, on se rend compte qu'on a des choses à dire contre les gouvernements qui ont une faiblesse d'attachement à la règle de droit ou qui votent des lois qui ne sont pas légitimes. Parce qu'il y a des lois qui sont légitimes et des lois qui ne le sont pas. Alors, le concept de sécurité humaine a été construit par des laboratoires de recherche, par des centres de recherche sur la paix, et ça a été pris en compte par une déclaration de la francophonie, la déclaration de Saint-Boniface, qui définit la sécurité humaine comme tout ce qui, je cite, permet à tout être humain de vivre à l'abri du besoin, de la peur et dans la dignité, à l'abri du besoin, dans la peur et à l'abri du besoin, à l'abri de la peur et dans la dignité. Ça a été repris par des rapports des Nations Unies et aujourd'hui il y a même une commission. Il y a une commission sur la sécurité humaine des Nations Unies. Et je voudrais vous lire ce que cette commission a publié, a dit. La sécurité humaine est destinée à protéger le noyau vital de toutes les vies humaines d'une façon qui améliore l'exercice des libertés et facilite l'épanouissement humain. La sécurité humaine signifie la protection des libertés fondamentales qui sont l'essentiel de la vie. Elle signifie aussi protéger l'individu contre les menaces graves ou généralisées. Il faut pour cela s'appuyer sur les atouts et les aspirations de chaque individu. Mais cela signifie aussi créer des systèmes politiques, sociaux, environnementaux, économiques, militaires et culturels qui ensemble donnent aux individus les éléments indispensables de leur survie, de leurs moyens d'existence et de leur dignité. Fin de citation. Tous les domaines y sont. Donc tous les domaines d'activité humaine sont couverts par le droit. Dès lors, l'avocat est interpellé parce qu'il y a du juridique dans tout ce qui relève de l'activité humaine. Dès lors que l'homme a réussi à atteindre la Lune, c'est créer immédiatement un corpus juridique de l'espace pour réglementer le minimum de ce qui pouvait être réglementé. En conséquence,
il ne peut y avoir de sécurité juridique en dehors de l'avocat. Nous sommes concernés, profondément concernés. Et alors, ma deuxième question, l'avocat, qu'est-ce que c'est dans la société? L'avocat, c'est celui que l'on appelle au secours. Avocat, on l'appelle au secours. Mais on l'appelle au secours de tout. Partout où l'homme est atteint dans sa vie, dans son intégrité physique. Et d'ailleurs, à cet égard, consultez le droit pénal. La qualification d'une atteinte corporelle dépend du degré du préjudice créé à la personne physique. Du simple menace à l'agression, coup de blessure involontaire, crime, selon qu'il y a infimité ou selon que l'intéressé soit mort, on module. Donc, l'avocat est celui qui consulte sur ces questions, conseille, plaide, mène des procédures, rédige des actes, etc. Sans oublier que la tradition a voulu que l'avocat est pour la veuve et l'orphelin. Mais il faut reconnaître que les circonstances économiques de la situation de l'avocat ont amené l'avocat à transformer les honoraires et à remplacer l'expression ancienne de l'affaire dans le sac. Parce qu'au début, l'avocat n'était avocat que lorsqu'il était personnellement fortuné. À Rome, c'était ça. Et puis, quand la fortune s'est séparée de la connaissance du droit, eh bien, pratiquement, on accrochait un sac à l'entrée du cabinet. Et le clerc de l'avocat venait souffler à l'avocat l'affaire dans le sac. Ça veut dire que le client que l'avocat doit recevoir est passé par le sac et a déposé quelque chose dedans. C'est là que vient l'affaire dans le sac. Mais les données économiques nous ont rattrapés. Si bien que la morale classique a pris sérieusement un coup. Et je vous dis que cette morale ne devrait pas prendre un coup. L'avocat dans la société, eh bien, connaît aujourd'hui un dépassement de sa fonction classique. Et l'avocat doit s'occuper en réalité de tout. Est-ce que tout à l'heure j'ai parlé de putsch? Et la question se pose, c'est des interrogations. Est-ce qu'un putsch va rester inaperçu de l'avocat? Je réponds non. L'avocat peut aider à ce que le putsch sorte du putsch pour reprendre la voie du droit. Ça, on doit le faire. Mais il reste deux questions. Il y a une dynamique qui a conduit à deux études, à l'émergence de deux disciplines. L'une, la légistique, et l'autre, la qualité de la décision de justice. D'abord, la légistique, qu'est-ce que c'est? La documentation française a publié un opuscule intitulé Guide pratique de la légistique. Le Conseil d'État, aujourd'hui je ne suis pas venu pour te donner des jurisprudences, tel jugement dit, tel cour a dit, non. Je veux heurter la réflexion. Donc je ne donne pas de détails de ces choses-là auxquelles nous sommes habitués, que nous concluons tous les jours. Alors je dis que le Conseil d'État français et la documentation française avaient tous publié
m'amène à penser que dans ce que beaucoup de gens croient, la légistique, c'est l'art de rédiger des lois de qualité qui soient dans une logique normale et qui soient également efficaces. Donc c'est une science nouvelle qui prend à la fois du droit constitutionnel et du droit administratif. Encore que dans l'histoire du droit constitutionnel, l'histoire française du droit constitutionnel de laquelle je relève, de laquelle nous relevons, le droit constitutionnel a commencé à être enseigné sous l'appellation droit administratif et s'est détaché après, avec des compartiments. Mais aujourd'hui, cette nouvelle science de la légistique survient et est enseignée dans les universités, a fait l'objet d'un très grand colloque à Poitiers, au moment où notre compatriote doit dire, il est d'origine africaine, Pascal Mbongo, qui a beaucoup poussé sur ce domaine. Jean-Marc Sauvé aussi a écrit sur la légistique. Alors, moi je dis simplement que la légistique ne peut pas se réduire à la qualité de la rédaction. La légistique englobe également les organes qui produisent la loi. De la désignation de ces organes, de leur fonctionnement, la qualité de forme et de fond des règles édictées. Ça, tout le monde est unanime dessus. Mais pour la désignation des organes, je vous rappelle que les organes de l'État aujourd'hui dans un pays, dans tout pays dit civilisé, et qui va aux normes de modernité, à la démocratie, les hommes politiques sont élus. Bien ou mal, on ne sait pas ce que ça va donner aux États-Unis après le vote d'hier. La manière de mettre en place ces organes qui vont voter la loi, la manière de mettre en place ces organes qui vont prendre des règlements, cette manière-là doit être à l'attention de l'avocat parce qu'il y a un contentieux à chaque fois. Nous avons le contentieux constitutionnel pour les élections présidentielles généralement et parfois aussi le contentieux législatif qui relève de la juridiction constitutionnelle. Mais nous avons aussi du contentieux administratif. Il y a tous les contentieux qui appréhendent aujourd'hui la mise en place des organes. Donc, les lois qui créent ces organes, l'avocat doit pouvoir en prendre connaissance et donner son opinion dessus. Voilà donc pour ce qui est de la légistique. Et je donne un exemple. Après le premier tour des dernières élections législatives françaises, le barreau de Paris m'a fait plaisir. Entre les deux tours, comme il y avait le Rassemblement national qui a donné des positions de nature à amener des violations des droits de l'homme, le barreau de Paris a publié un tout petit communiqué pour mettre en garde qu'ils n'accepteront pas que les gens par ils seront élus portent atteinte à l'indépendance de la justice, portent atteinte à ceci ou cela. Ça, nous sommes nous-mêmes en Afrique interpellés. Parce que je vous dis, la cour a bougé. J'ai cumulé, je crois, 6 décennies de pratique de ce métier d'avocat. Et au début, en Europe comme en Afrique, vous arrivez, on dit c'est un avocat, tout ça. Le respect vous entourait. On vous respectait. J'ai connu ça. Même dans n'importe quel bagarre.
en France, j'ai commencé au barreau de Paris. Dans n'importe quel bagarre, vous arrivez, vous sortez votre carte d'avocat. Ah, attention, allez l'avocat, attention les gars, tout le monde recule. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus ce respect. Nous allons nous interroger. Pourquoi? Nous n'avons plus ce respect. Vous êtes avocat. Dès que vous arrivez, on dit avocat. On fait ça. Ça, dans ma langue, c'est à foulouton, c'est-à-dire ceux qui aiment détourner, ceux qui aiment magouiller. Oui. Voilà, il y a ça aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas continuer de nous taire. Et il est des barreaux qui font l'effort. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas croiser les bras parce qu'une règle de loi a été prise. La loi, qu'est-ce que c'est? C'est une règle qui est votée et qui permet de créer dans la société la paix par l'état de droit. L'état de droit, qu'est-ce que c'est? C'est la conformité du comportement des gouvernés et des gouvernants à la règle du droit. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire que l'état de droit, il y a état de droit lorsque le comportement du citoyen et le comportement du gouvernant sont conformes à la règle de loi. Lorsque en Afrique du Sud et en Rhodésie aussi, on a voté des lois ségrégationnistes, est-ce que ces lois-là rentrent dans le compte de l'état de droit? Non. Pour que la loi aide à l'état de droit, il faut que cette loi soit conforme aux principes fondamentaux des droits de l'homme. Sans ça, la loi est illégitime et on doit la combattre. La loi est légitime. Les barreaux sont là pour combattre la loi illégitime. Quitte à trouver les voies et moyens de ce combat. C'est localement que cet aspect de la question doit être réglé. Voilà pour ce qui est de la légistique. Maintenant, pour ce qui est de la qualité des décisions de justice. J'avoue que je ne connaissais pas ça. Il y a 3 ans, j'ai été contacté par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui avait décidé, au regard de la vitesse à laquelle ceux qui avaient souscrit au protocole, les États africains qui avaient souscrit au protocole additionnel permettant que les citoyens puissent saisir directement cette cour lorsque leurs droits de l'homme sont violés. Ces États se sont retirés à une grande vitesse aujourd'hui. Je ne sais, je n'ai pas fait le point avant d'arriver, mais tous les jours, il y en a qui s'en vont. Et il doit rester 4 ou 6 États maximum, ces États, qui ont donné le droit à leurs citoyens de saisir directement la cour. Alors cette cour, en 2021, a décidé de faire la retraite des juges. Et ils ont décidé de recourir à des gens non juges, indépendants de la cour. Et ils m'ont fait l'honneur de me prendre pour que j'analyse toutes les décisions que cette cour a rendues et que je donne librement, indépendamment, mon opinion. Et c'est là que j'ai découvert dans mes recherches qu'une nouvelle discipline, la qualité des décisions de justice. Et la question est de savoir quels sont les critères qu'il faut dégager. Alors, une communication de M. Jean-Paul Jean, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un magistrat français. M. Jean-Paul Jean a présenté une communication à un colloque où il a rapporté à ce collègue qu'un juriste yougoslave ayant fait ses études aux États-Unis d'Amérique s'est inspiré des indicateurs
appliquées dans les banques américaines. Et ils ont dégagé 10 indicateurs à appliquer aux banques. 1. Accessibilité et impartialité, après enquête auprès des usagers. 2. Taux d'évacuation des affaires, c'est-à-dire la ratio affaires rentrées et affaires jugées ou affaires sorties. 3. Durée des procédures. 4. Âge des affaires en stock. 5. Prévisibilité et effectivité de la date de l'audience et du jugement. 6. Qualité du dossier. La qualité du dossier, ça s'apprécie un peu comme les normes ISO que vous connaissez. 7. Taux de recouvrement des amendes. 8. Taux d'utilisation des jurés. 9. Taux de satisfaction des personnels de la juridiction. Là aussi, il faut une enquête. Et enfin, le coût du dossier. Ceci, c'est juste pour donner une idée. Mais ma conclusion là-dessus, mon opinion, est qu'il faut toujours, pour la qualité de la décision, distinguer les éléments intrinsèques à la décision des éléments extrinsèques à la décision. Une décision au plan intrinsèque, une décision comporte un libellé, une motivation et un dispositif. Notre ami Bernard Vattier, à son tour aussi, a donné une communication un peu sur la question. Il a bien écrit un papier sur la question et il dit ceci. Sur le libellé, il dit le justiciable doit être assuré d'avoir été entendu par le juge. Alors, comment est-ce que le justiciable doit être assuré qu'il a été entendu par le juge? Il n'a pas dit qu'il a été approuvé. Eh bien, quand je suis arrivé à la Cour constitutionnelle, j'ai vu que la plupart des décisions tiennent sur 2 pages, 3 pages. J'ai pris un ancien dossier et j'ai lu le dossier. J'ai appelé celle qui était secrétaire générale de la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi vous n'avez pas fait état de ceci, de cela dans les écritures des partis? Elle m'a répondu, c'est pour économiser du papier. J'ai dit, ah non, ça ne compte pas ça. Il faut que chacune des parties retrouve dans la décision ses demandes et les motifs à l'appui de ces demandes. Et maintenant, dans la partie motivation, il faut nécessairement que le juge y réponde, sauf exception. Sauf si vraiment, il y a, en répondant à un motif, on a déjà répondu au reste, il ne va pas il va pas surenchérir là-dessus. Et enfin, il y a le dispositif. Voilà pour les éléments intrinsèques que vous connaissez bien comme des habitudes. Maintenant, il y a les éléments extrinsèques. D'abord, les moyens humains pour le juge. Ensuite, les moyens matériels. Mais surtout, l'indépendance de la justice. C'est extrêmement important. Il ne faut jamais s'amuser avec ça. L'indépendance de la justice n'est pas du tout l'indépendance du juge. L'indépendance de la justice est l'indépendance du juge. L'indépendance n'est pas une prérogative personnelle au juge. C'est un attribut fonctionnel pour la finalité de la justice. Parce qu'il est déjà prouvé et il est avéré. Et parmi vous ici, vous en savez énormément, vous en savez même plus que moi, qu'on peut mettre la justice là et puis on l'emprisonne. Et quand vous voulez poser des non, nous on n'est pas concernés, c'est les juges. Et la justice est indépendante. En dessous, elle a perdu toute indépendance. Et il y a des pays aujourd'hui où les magistrats sont sous la peur dès qu'il s'agit de l'État ou dès que l'État est intéressé. Et quand l'État est intéressé, votre droit de l'homme là, on met ça de côté et on rend des décisions qui révoltent. Alors, sur ce point,
nous avons des faiblesses en Afrique. Nous ne publions pas les décisions de justice. Ça a été dit ce matin à la séance d'ouverture. Mais pourquoi ne mettons-nous pas ensemble? Nous avons des associations, l'association des barreaux de la CEDEAO. Nous avons même, avocats, réussi à faire adopter des règlements qui nous gouvernent et qui empêchent certains gouvernements de faire de nos barreaux n'importe quoi. Ici et là, c'est arrivé. Et c'est arrivé qu'on ait voulu nous imposer des choses ici et là. Je ne nomme personne, je ne donne aucune indication qui permette de dire que c'est tel État ou c'est tel autre État. Moi, je suis dans les principes généraux. Je me lève. Quand on est là en atelier, on pourra se venir un peu plus bas. Mais le gouvernement actuellement en place dans notre région ont voulu imposer à des barreaux ce qui n'est pas compatible avec nos fonctions. Et c'est le règlement numéro 5 là qu'on a opposé. Et tout s'est calmé tout doucement, mais pas facilement. En conséquence, nous sommes interpellés. Nous ne pouvons pas. Parce que la loi a été votée, croiser les bras et rester poussif et laisser faire jusqu'au jour où nous allons nous réveiller. Et ce sera trop tard. C'est au fur et à mesure, quand une loi est votée et qu'elle est liberticide ou qu'elle ne permet pas de défendre un droit économique, un droit social, quelle que soit la nature de ce droit, eh bien, nous devons au moins nous prononcer, analyser le texte et publier, dire ce que nous pensons. Ça là, ce minimum doit être fait. Et je salue au passage le Sénégal. Lorsque dans ces derniers moments, le gouvernement Macky Sall a commencé à tanguer un peu dans les questions de droit, j'ai vu tous mes copains constitutionnalistes qui ont pris leur retraite depuis et qui sont tassés dans leur village sont sortis. Et il y a plus d'une centaine de professeurs constitutionnalistes qui ont publié une pétition pour protester contre. Et en fait, pour couronner le tout, le Conseil constitutionnel du Sénégal a mis fin aux errements et le Sénégal a repris le droit chemin. Mais ailleurs, c'est pas ça. Et le Conseil constitutionnel et la justice normale, etc., et tout ça, bien, ça laisse sur silence. Mais alors, quand je dis qu'il faut que l'avocat s'intéresse à la légistique, s'intéresse à la qualité de décision de justice, alors ma troisième question, quels sont les moyens dont dispose l'avocat? Alors, je vous invite à voir ça avec moi, de tous les moyens de droit. L'avocat dispose de tous les moyens de droit. Mais en tout premier lieu, l'éthique et la déontologie. Eh oui, je commence par là. Et l'éthique et la déontologie, c'est déjà présent le jour où vous déposez votre dossier pour être admis au barreau. Parce que on nomme un enquêteur. Et l'enquêteur doit rechercher si dans votre vie, dans votre parcours de vie, il y a eu des actes portant atteinte à votre honneur et à votre dignité. Et si ça existe, on vous refuse, vous ne serez pas inscrit au barreau. Après l'honneur et la dignité, on examine si vous êtes indépendant, si vous pourrez exercer de manière libre votre métier d'avocat. Et si la réponse est négative, vous n'entrez pas. J'ai commencé par l'éthique et la déontologie. Mais maintenant, le gros moyen dont dispose l'avocat, c'est l'ordre des avocats et le bâtonnier. Parce qu'il faut toujours distinguer. Il y a l'ordre des avocats, le conseil de l'ordre et le bâtonnier. Alors, ce sont là des organes de pression. Un barreau doit pouvoir dire tout ce qu'il pense à des moments décisifs de ce qui se passe. Pas de tout. Quand c'est strictement politique, il faut des hommes politiciens.
Mais quand ça touche aux droits de l'homme et aux droits de procédure et autres, vous devez également vous prononcer. Alors, et quatrième et dernière question, l'avocat et l'État. J'accélère un peu parce que le temps passe. L'avocat et l'État. Il y a une chose une chose qui a disparu dans l'histoire et nous l'avons perdu de vue complètement. On ne peut pas parler de justice étatique sans compter les avocats. L'ordre des avocats est et demeure une institution publique. C'est un pas de détachement de l'État. Ça a été la continuité des ordres moyenâgeux pour les professions. La preuve, c'est que tous les ordres professionnels, ordre des médecins, ordre des pharmaciens, ordre des architectes, etc., relèvent du droit administratif, du contentieux administratif. Sauf les ordres judiciaires, ordre des avocats, ordre des huissiers, ordre des commissaires-priseurs, etc. Pourquoi? Parce que eux participent à la justice qui est marquée par l'indépendance. On ne peut pas les mettre au contentieux administratif. Mais en plus de ça, il y a des règles spécifiques pour l'avocat. Et pour que l'avocat puisse assumer ses responsabilités, l'avocat doit être en règle avec l'État, et particulièrement au niveau des impôts. Je répète, particulièrement au niveau des impôts. Non, j'ai reçu à travers différents régimes au moins 2 fois redressement fiscal de 1 milliard. Et chaque fois que je parle, je dis des choses, il y a redressement. Mais ça ne m'empêche pas de parler, je dois dire. La bouche, elle est faite pour parler. Donc quand c'est nécessaire, je dois dire. Et c'est ça l'avocat. Et on se bat. C'est le redressement de 1 milliard, parfois sont arrivés à 4 millions. Et mon conseiller fiscal m'a dit non, ils veulent payer les 4 millions. Ça devrait payer. Je ne veux pas. Alors, je pourrais donner mon propre exemple. Il y a d'autres exemples que je ne veux pas donner. Mais si vous n'êtes pas à jour avec l'État, et bien que vous voulez jouer aux militants des droits de l'homme et de la justice, eh bien, vous savez ce à quoi vous exposez. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'un avocat vrai, à la plénitude du terme, eh bien, c'est l'éthique et la déontologie. Mais une fois que vous trichez avec ça, et qu'on vous attrape, eh ben, ou bien vous allez vous compromettre pour pouvoir rester avocat, et vous vous taisez, et vous allez même pervertir la décision de vos autres confrères qui veulent que sur quelque chose qui n'est pas dans les règles, il faut dire quelque chose. Vous allez dire non, et on va attendre, on connaît ça. Alors, j'ai regardé l'heure et j'ai arrangé ma montre et je voudrais conclure. Je n'ai pas d'idée de principe ni de comportement. Mais j'ai l'espoir que des propos que j'ai tenus aujourd'hui soient matière pour alimenter la réflexion, soit inspirant, comme a dit quelqu'un tout à l'heure, soit c'est Nicolas Messa qui l'a dit, et que ça se débouche
sur l'action. Si nous décidons simplement, je dis simplement, de nous cotiser pour créer un bulletin juridique des barreaux de notre région, où on publiera les décisions brillantes et on publiera avec commentaires et les noms des magistrats les décisions pas du tout brillantes. Si on fait ça, vous allez voir que les choses, les gens ont fait attention parce que comme maison dedans, on commande. Il va avoir peur que son fils ou son petit-fils ça, et ils vont faire attention. Voilà un des moyens auxquels nous ne pensons pas, et auxquels il faut penser. Et il y a deux autres choses, plusieurs choses, mais dont une que je dois dire nécessairement. L'indépendance de la justice connaît trop souvent des éclipses dans nos pays africains au sud du Sahara, parce que l'État n'existe pas. À l'indépendance, nous avions à construire et l'État, et l'économie, et le social, et faire renaître notre culture. C'est à cela qu'on s'essaye depuis. Mais État en tant qu'institution, nous ne l'avons pas. On s'essaye. Mais c'est par le droit qu'il faut le faire. Et les avocats ne sont pas en réalité des auxiliaires de justice. C'est des acteurs de la justice. Et j'étais jeune avocat au barreau de Paris. Et je suis allé au tribunal de Créteil. Les réformes d'aujourd'hui n'existaient pas. Et j'avais un dossier correctionnel à plaider à la salle en bas, mais j'avais un dossier d'instruction à consulter chez le juge d'instruction. Il m'a donné le dossier, j'ai consulté. Puis au moment de partir, je ne sais plus ce qu'on a échangé, je lui ai dit, mais monsieur le juge, je ne suis que modeste auxiliaire de justice. Alors que moi, j'étais pressé d'aller vite prendre mon dossier en bas avant que les gros doyens arrivent. Il me dit, il se fâche, mec, asseyez-vous. Je dis, mais j'ai peut-être asseyez-vous. Puis moi, je suis assis. Il me dit, ce que vous venez de dire, ne le répétez jamais plus. Vous êtes plus que l'auxiliaire de justice. Et il m'a gardé, moi j'étais pressé d'aller, il m'a gardé 30 minutes pour me donner, non, j'ai oublié le nom de ce juge, sinon j'allais vous le donner, pour me dire comment, grâce aux avocats, lui voir clair dans les dossiers. En conséquence, n'acceptez jamais